Des ponts entre les hommes plutôt que des murs qui nous séparent. Alexandra Novoselov nous invite à un voyage passionnant sur 9 ponts dans des zones qui ont connu la guerre par le passé ou qui sont en pleine crise en ce moment. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes tout juste arrivé à Paris de New York. Vous êtes spécialiste des Nations Unies et vous publiez donc ce magnifique ouvrage Des ponts entre les hommes, préface du géographe Michel Fouché, et c'est aux éditions CNRS Presse des ponts. Vous êtes donc spécialiste des Nations Unies, donc on va en profiter, on va vous faire réagir sur ce qu'on vient de dire en rappel de titre. C'est vrai qu'on a souvent coutume de dire que les résolutions de l'ONU, que les votes des Nations Unies ne sont pas respectés, que ça ne sert à rien, mais on voit tout de même la colère aujourd'hui des États-Unis avec ces mots de Nikki Haley. Nous nous souviendrons de ce vote. Pourquoi une telle réaction de Washington ? Ce vote a clairement montré l'isolement des États-Unis et donc ils ne sont pas contents effectivement que ce soit montré aussi, de manière aussi flagrante. Et c'est aussi le rôle des Nations Unies que de montrer les positions des uns et des autres, l'isolement d'un État qui Mais ça change quoi? Ça change bafoué... rien. Ça veut dire aux États-Unis, vous ne respectez pas le droit international, c'est ça la démarche? Parce que sur le terrain, ça ne change rien. Oui, la démarche des Palestiniens, c'était de montrer d'abord qu'il y avait que la majorité, l'extrême majorité des pays étaient contre cette décision américaine, et puis clairement les États-Unis bafouaient le droit international. Alors le Proche-Orient, il en est question dans votre ouvrage. On va quand même un petit peu sortir de cette actualité. On va voyager avec vous. Vous aviez déjà écrit un livre, Des murs entre les hommes, en 2008. Il y a d'ailleurs eu depuis beaucoup d'autres murs, hélas, dans le monde. Ça a été réédité en 2015. Aujourd'hui, vous vous penchez donc sur les ponts qui sont censés non pas séparer mais unir. Et le point de départ de ce livre, c'est une citation du célèbre physicien Isaac Newton. Quelle est-elle ? Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Et à partir de là, vous vous êtes dit... Donc on s'est dit, est-ce que c'était vrai? Et quelle est la dialectique, entre guillemets, entre les murs et les ponts? Parce que bon, j'ai choisi, bien entendu, de traiter des ponts dans des zones de post-conflit, pour montrer si les ponts étaient une manière d'arriver vraiment à la réconciliation, ou si la réconciliation prenait beaucoup plus de temps malgré la présence de ponts ici et là. Alors justement, prenons un cas concret, le pont de Bosnie-Herzégovine, le Stari Most à Mostar. C'est l'un des plus connus de l'histoire contemporaine, de l'histoire récente, au cœur de l'Europe. Quelle est-elle au juste, cette histoire ? Bon, c'est un pont qui est un peu le symbole de cette guerre, qui a été détruit, reconstruit grâce à l'UNESCO et qui aujourd'hui, malheureusement, n'arrive pas, est un lieu très touristique et n'est plus le symbole de la réconciliation de cette ville, notamment, où les gens vivent côte à côte, mais sans se côtoyer, de manière... ils vivent en paix, mais sans vraiment se rencontrer. Pourquoi, lorsqu'il y a des guerres et des conflits, ce sont parmi les premières cibles de l'aviation et des tanks, ces ponts ? Parce que je crois qu'il y a un côté très symbolique, c'est un côté qui frappe. Je veux dire, tout le monde a été scandalisé par la destruction de ce pont, donc c'est quelque chose qui veut marquer. Et c'est vrai que c'est en général les premières victimes, entre guillemets, les premières victimes matérielles des conflits. Alors restons en Europe avec le pont de Glienicke à Potsdam en Allemagne. Que symbolise-t-il, celui-ci? Alors celui-là, maintenant c'est un pont normal, si je puis dire, mais c'était ce qu'on a appelé le pont des espions. C'est là, au milieu du pont, passait la frontière entre la RDA et la RFA, et c'est sur ce pont-là que se faisaient les échanges d'espions entre l'Est et l'Ouest. Alors, on a envie de vous dire aussi amitié ou route de l'exode pour les Nord-Coréens s'agissant du pont de l'amitié entre la Chine et la Corée du Nord qu'on va voir à l'image. Oui. Alors là, c'est un pont effectivement tout à fait symbolique et qui est le poumon un peu de la Corée du Nord. C'est là que se fait 80% du commerce de Corée du Nord, et il est bien entendu au cœur des sanctions qui ont été votées par les Nations Unies ces dernières années, qui n'ont pas cessé d'être renforcées. Et
toute la ville, côté chinois, vit de ce commerce. Et bien entendu, les Coréens du Nord, qui sont aussi installés du côté chinois, vivent à travers ce commerce. Donc c'est un point extrêmement stratégique en même temps. Une route d'exode aussi? Pardon de Alors, plus haut sur... pas à cet endroit, pas à Dandong, mais beaucoup plus haut, il y a d'autres ponts et en fait, il y a tout un exode, effectivement, de Nord-Coréens vers la Chine. Alors, le pont ne se révèle pas toujours un trait d'union entre les hommes, c'est ce qui ressort de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un pont qui renforce une séparation déjà existante ? Alors, c'est vrai que les ponts qui sont fermés, par exemple, comme... Mais attention, un pont, c'est pas juste ça. On voit parfois, il y a des vrais terminaux. C'est un aéroport, quasiment. Il y a des points de contrôle, il y a des terminaux. C'est souvent des points de contrôle vers lesquels on force les gens à aller. Et donc, ils sont plus facilement contrôlables, effectivement, sur un pont, comme sur la frontière entre le Texas et le Mexique, où vous avez clairement des ponts qui passent au-dessus d'un mur. Et donc là, c'est fait pour contrôler les gens. Mais bien entendu, les migrants passent par le fleuve, passent par d'autres voies. Et c'est vrai que quand le pont est fermé, comme en Transnistrie, par exemple, là... Sur le Dniestre, entre la Moldavie et la Transnistrie. Voilà. Là, il est un point supplémentaire de cette séparation qui existe. Alors, vous nous emmenez aussi au Proche-Orient. On parlait tout à l'heure de Jérusalem. 3 pays, enfin, en tout cas 2 États, Israël et Jordanie, un État palestinien, en tout cas qui n'a pas encore vu le jour. Qu'est-ce que vous tirez de ces ponts-là, en fait? Alors, il y a le pont Allenby et il y a le pont King Hussein. Il y a le pont Allenby qui est ce pont qui est entre la Jordanie, qui n'est pas reconnu, qui est un point de passage qui n'est pas reconnu par la Jordanie, mais qui est le seul pont sur lequel les Palestiniens peuvent sortir des territoires occupés pour aller voyager, pour aller prendre l'avion à Amman, puisque ils ne peuvent pas prendre l'avion à Tel Aviv, l'aéroport de Ben Gurion leur est interdit. Quel est le plus grand pont du monde? Alors ça, je ne saurais pas dire. Pardon, désolé. Mais on va essayer de chercher ensemble après cet entretien. On passe aussi, et tiens, on va aller en Afrique. On n'est pas encore allé en Afrique. C'est intéressant, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire, on passe là aussi d'une frontière à l'autre. Tout à fait. Et puis c'est une région, donc la région de la rivière Mano, que l'on voit à l'image. Oui, qui est une région qui a été traumatisée par des guerres, par récemment l'épidémie Ebola. Et on voit que ces ponts sont très peu nombreux en réalité et ils empêchent le commerce. Ils ont été fermés sur la frontière entre Libéria et Côte d'Ivoire pour éviter la propagation de l'épidémie. Mais c'est des ponts commerciaux. C'est le cas de beaucoup de ces régions où on voit qu'il y a à la fois une volonté d'accroître le commerce et puis en même temps ces conflits, cette difficulté à se réconcilier. Et donc le pont peut jouer à la fois un facteur d'accélération de cette réconciliation, mais s'il est fermé, s'il est bloqué d'une manière ou d'une autre, c'est pas forcément par là que ce sera pas forcément un instrument en tant que tel de réconciliation. J'espère que je ne pose pas une autre colle, mais les ponts de demain, quels sont-ils? On sait qu'il y en a en construction entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Alors c'est vrai que ce livre, c'est aussi un choix, une sélection. Une sélection. J'aurais bien aimé faire le pont qui est en train de se construire entre la Crimée et la Russie. Crimée annexée par la Russie lors du conflit ukrainien récent. Il y a aussi le pont entre Bahreïn et l'Arabie Saoudite, qui est sans doute qui aurait été l'un des plus grands ponts qui aurait été étudié dans ce livre, parce que et c'est par là que des troupes de l'Arabie Saoudite sont venues à Bahreïn. Il y a effectivement ces projets de pont entre l'Égypte, l'Arabie Saoudite, etc. Donc il y a aussi le pont sur l'Oyapock.
que j'aurais bien aimé faire entre le Brésil et la Guyane française, qui est ce pont qui a été construit mais qui n'a jamais été utilisé. Par peur de l'immigration venant du Brésil. Est-ce que ça existe des ponts high-tech, haute technologie? Alors il y a toujours de la technologie, c'est comme pour les murs, il y a toujours, tous ces ponts sont aussi surveillés, donc il y a toujours de la technologie. On voit à l'écran le pont entre la Géorgie et l'Abkhazie, et c'est vrai que côté Abkhazie, il y a des installations militaires russes, et on dit qu'il y a des écoutes. En fait, et donc... Des écoutes, des espions encore. Merci beaucoup Alexandra Novoselov d'avoir répondu à nos questions. Des ponts entre les hommes, préface de Michel Fouché, c'est aux éditions CNRS, Presse des ponts. Merci à vous. Merci.